Donc on va aborder la problématique du mobile learning dans cet atelier, cette table ronde. Avec nous, on a Sylvain Vaccarès, qui est maître de conférence associé à l'Université de Rennes sur un master en ingénierie de formation à distance, également directeur de Learning Salad, qui vous en dira un peu plus tout à l'heure. On va voir avec nous également donc, Guillaume Olivieri, qui est à distance en duplex de Paris, qui est responsable commercial chez Genius Interactive. Georges Préjean, qui est avec nous à la table, qui est ingénieur en formation à distance de la société Lug Learning. Et David Robitaille, qui est en direct de Québec, qui est vice-président opération chez SVIE Solutions. Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je m'appelle Sylvain Vaccarès, hein, je vais vous parler des usages pédagogiques en fait, du M-Learning. Alors, je vais vous faire une petite présentation rapide et puis après on pourra échanger si vous le souhaitez. Donc je vais commencer peut-être par me présenter. Donc, je m'appelle Sylvain Vaccarès, je suis responsable du master ingénieur en e-formation de l'université de Rennes 1 que nous avons créé avec Patrice Mouton en 2005 et qui accueille donc des étudiants, une soixantaine actuellement, pendant un an, des gens issus de la formation initiale et de la formation professionnelle pour les conduire à des fonctions de concepteur, de responsable de projet, hein, chef de projet dans le monde du learning. Hein. Donc, parallèlement à ça, moi, je viens du monde de l'entreprise, hein, puisque j'ai été pendant de nombreuses années, enfin, je suis un des dinosaures du learning en France, puisque je fais ça depuis, je sais pas, plus de 15 ans. Donc j'ai été associé d'une société qui s'appelle UNI Learning aujourd'hui, qui est un des plus gros opérateurs en Europe hein, dans le domaine du e-learning. Et il y a 2 ans, donc je les ai quittés, j'ai créé un petit cabinet qui s'appelle Learning Salad, qui conseille en fait les grandes entreprises, les grandes organisations, ou les petites d'ailleurs, en fait, sur la mise en place de dispositifs e-learning ou mixtes. Alors, je vais vous parler en fait pendant quelques minutes donc des usages pédagogiques de la mobilité hein, finalement, ou des outils de la mobilité. Donc finalement, comment on peut utiliser ces nouveaux outils dont Georges vous a parlé donc en les caractérisant pour des usages pédagogiques. Alors, on va essayer en quelques minutes de structurer un petit peu la démarche. Bon, d'abord, comme Georges le disait tout à l'heure, il n'y a pas de différence fondamentale entre le e-learning et le m-learning. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de remplacement, de substitution, etc. C'est plutôt les mêmes ressorts poussés un petit peu plus loin avec quelques spécificités sur lesquelles je vais m'étendre un peu, qui sont liées au fait que c'est mobile, personnel, qui a un certain nombre de caractéristiques dues à ces appareils qu'on ne retrouve pas dans un ordinateur, mais on est toujours dans un dispositif de formation à distance utilisant des nouvelles technologies. Il faut quand même voir qu'on a fait du e-learning avant qu'il y ait Internet, avec des disquettes, des CD-ROM, etc. On a fait avec Internet, maintenant on va le faire avec un téléphone portable, et puis demain avec des lunettes de réalité augmentée ou tout ce qu'on peut imaginer. Donc, et ça va très très vite. Le fond, lui, ne change pas. Donc quand on parle de e-learning et de mobile learning, on parle en fait d'une extension, et aujourd'hui on est face à 2 types de produits quand même. On a d'une part en fait ces produits-là, donc les téléphones mobiles, les smartphones, et puis de l'autre côté les tablettes, et puis on va avoir aussi, hein, je vais parler un petit peu des caractéristiques des produits et leur rapport avec la partie pédagogique, et on va parler aussi des usages en fait, hein, en disant quels sont les nouveaux types d'usages qui sont liés à l'utilisation de ces outils, et en quoi finalement les deux peuvent impacter hein, le scénario pédagogique qu'on propose à des apprenants. Alors, on va commencer par les machines. Hein. Donc, comme je vous le disais, il y a quand même 2 machines qui sont bien différentes. Hein. Une première machine qui sert à téléphoner, qui a un tout petit écran pour le moment, mais qui est transportable, qu'on a tout le temps sur soi. Et puis une autre machine qui est un petit peu plus grande. Hein. C'est les tablettes comme ça, là, type iPad ou Android ou Samsung Galaxy, etc. Donc, qui sont des écrans un peu plus confortables et qui ressemblent un petit peu plus à un PC, mais dont les usages ne sont pas les mêmes quand même hein, que ceux qu'on attribue à un PC. Donc évidemment, en fonction du type d'outil, déjà on voit que le m-learning, c'est 2 types de machines globalement, puis peut-être demain d'autres, et 2 types d'usages aussi, hein, déjà 2 grandes catégories d'usages. Alors si on regarde un peu ce qui est commun en fait, hein, quand même à ces différentes machines, et ce qui nous impacte en fait en tant que concepteur pédagogique, c'est le fait que d'abord,
ces machines ont un ensemble de caractéristiques qu'on ne trouve pas sur un PC. Je vais vraiment attacher à la différence. D'abord, l'interface est tactile. En fait, ça, c'est pas le cas sur un PC. Un PC, j'ai un clavier, j'ai une souris, etc. Là, j'ai une interface tactile. Donc, en termes de conception, il va falloir que j'intègre en fait le fait que les gens vont utiliser leurs doigts en fait pour naviguer. Alors, on commence à voir réapparaître les stylets, mais pour le moment, c'est quand même plutôt le doigt, parce que c'est quand même Apple aujourd'hui qui mène encore le marché, et Apple ne veut pas du stylet. Donc, pour le moment, donc on doit faire en fait, on doit proposer des interactions ou on doit faire des activités qui sont gérables avec un doigt. Ou avec plusieurs doigts. Ça, c'est une caractéristique un peu particulière. C'est-à-dire qu'on a du mal à transposer certains contenus sur ces machines directement parce qu'on n'arrive pas à les manipuler parce que ça n'a pas été fait pour un clic avec un doigt. Voilà. Ensuite, on a le problème de la taille de l'écran. Alors, tout ça, ça paraît assez évident, mais vous ne pouvez pas transposer un document tel quel ou un module que vous avez réalisé sur un ordinateur directement sur un téléphone. Par exemple, parce que l'écran est beaucoup plus petit, donc on ne va pas pouvoir en fait voir la même chose, avoir le même degré de précision. Alors même si toutes ces machines permettent de faire des zooms, d'un point de vue ergonomique, on ne va pas demander à l'utilisateur de faire des zooms toutes les 2 minutes pour voir ce qui est écrit sur l'écran en tout petit. Comme on adapte d'ailleurs, quand on projette sur un grand écran comme ça, une assistance éloignée, la taille de ses polices, de ses caractères, etc., il va falloir adapter d'un point de vue ergonomique aussi à la taille de l'écran en fait, les contenus qu'on va diffuser. Donc ça veut dire déjà, pour ces 2 raisons-là, une réingénierie quand même des modules. Mais on va voir que ça va encore plus loin que ça. Alors ces machines sont multimédia, donc ça c'est important. Elles sont multimédia, elles embarquent avec elles un micro, une caméra, un appareil photo. Elles sont capables de diffuser du son avec un casque, etc. Donc ça veut dire que on peut faire des contenus fortement multimédia. C'est le cas déjà avec un PC, mais avec un PC, c'est pas toujours le cas finalement parce que alors dans le monde, quand on s'adresse aux particuliers, il n'y a pas trop de problème, mais quand on s'adresse aux entreprises, par exemple, écouter du son, il y a énormément d'entreprises qui désactivent en fait tous les drivers des cartes son, de manière à ce que surtout les employés ne puissent pas écouter du son ou ne puissent pas accéder à de la vidéo, etc. Sur ce genre de machine, on ne peut pas. Donc on a une machine qui est vraiment multimédia. Elle a été faite pour ça. Donc c'est pas les couches successives qu'on a rajoutées au PC pour qu'ils le deviennent. Après, c'est un outil de communication, ça c'est très important. C'est un outil qui sert à téléphoner au départ. Donc c'est pas un outil, c'est pas un ordinateur. Un ordinateur, c'était fait pour faire du traitement, c'était fait pour faire du calcul même au départ. Là, c'est pas un outil pour faire du calcul, c'est un outil pour téléphoner en fait. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, une des forces du e-learning, dans les usages qu'on peut en proposer aux apprenants, c'est des usages en termes de communication. Aujourd'hui, par exemple, très clairement, les gens qui sont sur Facebook, sur Twitter, etc., ils utilisent plus leur téléphone pour utiliser ce genre de service que leur ordinateur. Donc ça veut dire que si on veut proposer un usage de réseau social, par exemple, dans un module, on peut parfaitement s'appuyer sur une application ou sur un service en fait sur un téléphone, plutôt que de le proposer sur un ordinateur, parce qu'on sait que les gens seront plus enclins à utiliser le téléphone pour faire ça qu'un ordinateur. C'est un outil qui permet de produire. Alors évidemment, un ordinateur, ça permet de produire du texte. On a un clavier, on produit énormément de choses. On alimente beaucoup l'ordinateur. Mais là, l'avantage de ces outils-là, c'est qu'ils permettent de produire des photos, par exemple. Donc on peut imaginer des tas de solutions de séquences pédagogiques où on demande, par exemple, aux apprenants de prendre des photos. En fait, vous pouvez les envoyer en ville et puis prendre des photos de tous les éléments qu'ils ont repérés. Moi, j'ai fait des formations à la sécurité, par exemple, où plutôt que de dire aux gens vous allez faire le tour de l'entreprise pour repérer où sont les extincteurs, on leur demande de prendre des photos des extincteurs. Ils doivent ramener les photos et les poster. Donc, si on n'a pas les photos de tous les extincteurs qu'ils ont dû repérer, la formation n'est pas validée. Donc, on a un outil de production. On peut produire du son. Il y a des micros, ce truc-là. On s'enregistre, on podcast, etc. Donc on peut demander aux utilisateurs de faire des productions en fait multimédia qui sont beaucoup plus difficiles finalement à réaliser avec un ordinateur. Il faut un micro, le rajouter en USB, machin, être capable de produire du son, un logiciel pour enregistrer. C'est très compliqué. Là, tout est natif là. C'est un outil qui permet de géolocaliser, donc on peut très bien utiliser la mobilité aussi comme un outil. Je vous parlais par exemple des extincteurs. On peut très bien tracer en fait le parcours des gens grâce à leur téléphone portable. GPS c'est 10 mètres, je crois. Donc on peut leur demander de faire un parcours, de passer à des différents endroits, de faire de la prise d'indices dans le monde réel en fait, ce qui est beaucoup plus difficile à faire que de faire sur un ordinateur. Et là, c'est un monde immersif en 3D, naturel. On a même le tactile, puisqu'on peut toucher les objets, on est dans le vrai monde. Donc c'est même encore mieux que Second Life, quoi. Donc on a des outils comme ça, des boussoles, des choses comme ça, du repérage point à point, qu'on n'a pas sur un ordinateur.
Et puis on a aussi, au travers, on le voit, de ces machines-là, comme elles sont transportées par les gens, on a des applications de type réalité augmentée qui permettent de rajouter des couches d'informations sur la réalité. Donc vous pouvez demander aux gens de se promener et puis de regarder avec leur téléphone des objets, et par-dessus ces objets se rajoutent des couches d'informations qui leur permettent d'apprendre des choses. Alors c'est utilisé dans les musées, des choses comme ça aujourd'hui, mais on a des usages pédagogiques tout à fait intéressants à développer autour de cette notion-là. Donc on voit bien qu'on est sur un outil qui a des qualités spécifiques. Il sait faire un certain nombre de choses que sait faire l'ordinateur, mais l'utiliser pour faire ça, ça ne sert pas à grand-chose, parce que l'écran est plus petit, c'est pas très confortable, etc. Par contre, il y a plein de choses que l'ordinateur sait moins bien faire, que le téléphone, lui, ou la tablette va mieux savoir faire. Alors ce sont évidemment que quelques exemples, puisque j'ai mis 3 petits points, on peut imaginer bien d'autres fonctions, et puis de toute façon ces machines sont en perpétuelle évolution, et des fonctions supplémentaires, il va y en avoir plein. Demain, on voit bien avec Siri par exemple, qui permet de parler à son téléphone et de le faire agir par rapport à la voix. Toutes ces interfaces-là, qui existent aussi d'ailleurs sous Android, ouvrent en fait des perspectives dans certains domaines de formation qui sont tout à fait intéressants. Alors après, on peut regarder aussi les usages. Les usages, eux, c'est qu'est-ce que les gens font en fait de ces machines et comment ils les utilisent, en quoi ils les utilisent différemment d'un ordinateur. Alors on n'a pas énormément de recul évidemment, puisque si on prend les tablettes, ça fait 2 ans que le marché existe à peu près, même si ça est très très rapide puisqu'on a vendu plus de tablettes que de PC l'année dernière en France. Néanmoins, il y a moins de tablettes en circulation que de PC quand même. Ça va être quelques mois encore, quelques années pour rattraper. Et quand on regarde en fait les études qui sont faites, il y a des choses qui sont assez frappantes. C'est d'abord que cette machine-là est un objet personnel. Votre téléphone, c'est votre téléphone, même quand vous êtes dans une entreprise. Alors que il n'y a personne d'autre qui sert de votre téléphone. Alors que votre PC, on vous le confie, c'est le PC de l'entreprise. Il est verrouillé de partout, etc. On peut rien faire. Donc ça, c'est un truc qui vous suit partout. En fait, vous l'avez dans votre poche. Tout ça, c'est quelque chose qui est à vous. En fait. Donc, d'ailleurs, il y a même un mouvement maintenant, en fait, qui consiste dans les entreprises à financer le téléphone personnel des gens plutôt que de leur fournir un téléphone d'une flotte et de négocier en fait un certain nombre de numéros auprès des opérateurs en disant non, finalement je ne fournis pas le téléphone aux gens, ils viennent avec leur téléphone, ce qu'ils préfèrent leur téléphone, ce qui est important c'est qu'ils puissent téléphoner et moi je paye les communications. Donc, et c'est en train d'arriver sur les tablettes, les tablettes c'est la même chose et demain ce sera sûrement le cas des PC, ça finira par comme ça. Donc on est sur un objet de type personnel, donc ça veut dire qu'on a un usage qui est à la fois professionnel ou pour de la formation, mais aussi pour son loisir, et on appelle avec ce téléphone-là ses amis, sa famille, et en même temps on fait sa formation. Donc c'est pas le cas du PC. Le PC c'était plus un outil destiné au travail, quelque chose de plus sérieux. Les temps de consultation, évidemment, sont très différents. On passe pas 2 heures à lire un document sur un téléphone portable comme ça. On consulte des choses très rapidement. En fait, il faut que les choses soient des petites vidéos, par exemple, de quelques secondes, de quelques minutes. Des textes, il ne faut pas que ce soit trop long. Si vous regardez les éditions électroniques des journaux sur ces appareils-là, vous n'avez pas du tout la même longueur d'article, par exemple, que sur le journal papier, ou même que sur le journal qui est sur le web, où là, la personne est assise devant son PC avec un grand écran. Donc on va voir, il faut proposer des choses en fait en formation qui sont très courtes, très courtes sur le mobile learning si on veut que les gens utilisent. Après ils peuvent faire plein de fois la séquence ou plein de séquences différentes, mais on ne peut pas leur imposer de rester 15 minutes, 20 minutes sur un contenu. Ensuite, les types de consultations ne sont pas les mêmes. On ne consulte pas exactement la même chose. Dès qu'il y a trop de texte, on ne consulte pas. Dès que on voit bien les usages que les gens font ne sont pas les mêmes en fait. Ils ne consultent pas la même chose sur l'ordinateur que même sur leur tablette. Il y a un autre phénomène qui apparaît, qui à mon avis est moins, enfin on en parle moins souvent, mais il y a beaucoup d'études américaines qui commencent à fleurir sur le sujet. C'est quand même utilisé comme un deuxième écran. C'est-à-dire que cet appareil-là est très souvent utilisé en même temps qu'un autre écran. Et la tablette type iPad, c'est pareil. Par exemple, on a regardé aux États-Unis, on s'est rendu compte que beaucoup de gens utilisaient leur iPad en regardant la télévision. Donc ils consultent 2 écrans en même temps. Il y en a beaucoup qui utilisent leur iPad en même temps qu'ils regardent un écran d'ordinateur. Donc il s'agit bien d'un deuxième écran. Donc là aussi, en termes d'usage pédagogique, on a tendance, parce qu'on est influencé par le modèle PC où j'avais qu'un seul PC devant moi. Les gens qui ont 3-4 PC sur leur bureau, il y en a, moi j'en fais partie, mais c'est rare. Donc la plupart, ils en ont qu'un. Donc on est sur un usage exclusif en fait du média, alors qu'avec ces médias-là, on n'est pas du tout sur un usage exclusif. Je peux très bien consulter mon téléphone en même temps que je lis le journal quand je suis dans le métro. Il y a plein de gens, vous prenez le métro, les gens ils lisent le journal et ils consultent leur téléphone en même temps. Donc
Donc on peut être dans des usages multiples, et donc ça veut dire qu'on peut avoir en fait des compléments d'éléments qui sont par rapport au contenu que je présente sur un ordinateur. Je peux avoir des compléments en fait qui soient utilisables en même temps sur le téléphone, et donc je peux avoir un usage combiné et pas forcément un usage soit l'un soit l'autre. Ça c'est très peu utilisé aujourd'hui, alors qu'à mon avis dans les usages naturels de ces produits, les gens vont ça. Personne n'a dit aux gens il faut utiliser votre iPad devant la télévision, et pourtant les gens ils le font naturellement. Donc ça, je pense que le concepteur, il faut qu'il réfléchisse à ça. Alors après, quel type de produit ça va générer, quel type de séquence, il faut inventer tout ça. Mais je pense que ça vaut le coup de vraiment s'interroger sur cette partie-là. Est-ce que je suis connecté ou pas? On parlait de la 4G tout à l'heure. Je ne peux pas être tout le temps connecté, en fait, encore aujourd'hui. Sur les téléphones, il y a toujours le débat, est-ce que je dois faire une application, quelque chose que je télécharge et qui reste sur le téléphone, ou est-ce que je dois faire un site web sur lequel la personne se connecte en fait, et consulte des ressources en ligne complètement? Ça pose un autre problème aussi, c'est le tracking. Est-ce que je veux que mes apprenants je sache ce qu'ils font quand ils sont sur leur téléphone, ou est-ce que je veux pas, ou est-ce que je m'en fous? Si je m'en fous, je peux leur proposer quelque chose de déconnecté. Si je veux faire du tracking, à un moment donné, s'ils sont déconnectés, il faudra que je puisse me resynchroniser. Donc techniquement, ça a des implications assez lourdes en fait. Est-ce que si j'ai une plateforme de formation, par exemple, est-ce que j'ai besoin de tracer ce que les gens font sur un téléphone portable dans le parcours ou pas? Donc la question de la connexion permanente est une vraie question. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en fonction des types d'usage, la presse, par exemple, propose soit des journaux en ligne, soit des journaux téléchargeables, des versions PDF ou quelque chose d'équivalent. On voit bien que les gens n'ont pas répondu complètement à cette question-là, même sur des usages très proches. Donc en formation, il faut s'interroger sur cette partie-là. Et puis évidemment, il y a tout ce qui va venir derrière en termes d'usage, puisque comme ces machines-là, les gens les ont depuis peu de temps, on n'a pas encore énormément de données sur leurs usages. Sur l'iPad, par exemple, il y a 20% des gens qui l'utilisent dans leur lit. Ça peut paraître anodin, mais qui utilise son PC dans son lit? Donc c'est rare. Enfin, je ne sais pas si j'ai pas trouvé d'études là-dessus, mais je pense que c'est nettement en dessous de 20%. Donc, alors que les gens, s'ils lisent par exemple la presse ou je sais pas quoi, ils peuvent. Comme c'est une machine qui est pas lourde, que je peux utiliser, c'est comme un journal, comme un magazine. Je peux lire je sais pas quoi avant de m'endormir le soir, etc. Donc on voit bien qu'on est dans des usages différents. Et en formation, c'est pareil. On va dire tiens, si ces gens font un module de formation avant de s'endormir, qui sait, on peut rêver. Qu'est-ce que je leur propose à ce moment-là? Là, apparemment, il y a des réactions dans le public, donc à mon avis, il y a les 20% qui sont là. Tu crois? J'en fais partie. Et je crois que j'en fais partie. Bon, tu vois, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ils m'ont repéré. Voilà, du coup en synthèse, je m'arrêterai là-dessus, je vais laisser place aux questions. Bien sûr, on a vu apparaître dans le monde de la formation tout un tas de notions en fait, de le e-learning, le social learning avec l'utilisation des réseaux sociaux, le synchrone, le présentiel asynchrone, etc. Le e-learning ne va pas substituer à tout ça, en fait, il va s'intégrer là-dedans. C'est bien une nouvelle machine et le m-learning doit trouver sa place finalement en termes de complémentarité. Et le m-learning n'a d'intérêt que s'il est capable d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire à ce qui existe. Si je fais la même chose que sur un PC, ça ne sert à rien. Si je fais moins bien qu'en présentiel, ça ne sert à rien. C'est comme le e-learning. Donc on est dans la même problématique. Il faut que j'ai un intérêt réel. Et on voit bien que cet intérêt aujourd'hui, il est lié aux caractéristiques particulières de ces machines et aux nouveaux usages aussi que ces machines suscite chez les utilisateurs de ces machines dans un contexte autre que la formation. Mais les gens prennent des habitudes. Envoyer des SMS, il y a 20 ans, personne n'avait l'idée d'envoyer un SMS puisque ça n'existait pas. Et à partir du moment où c'est arrivé, le SMS a été une des applications du téléphone dont la progression était le plus fulgurant, alors qu'avant, il n'y avait même pas d'équivalent. Ça remplaçait rien, le SMS. C'était totalement nouveau. Ça remplaçait pas le courrier. On ne dit pas la même chose que dans une lettre. Ça remplaçait rien. Donc ça n'existait pas et il y a un usage nouveau. Donc voilà, ce que je voulais vous dire un petit peu sur ces aspects pédagogiques, alors c'est un brossage très synthétique et très rapide, c'est beaucoup de portes ouvertes finalement je pense,